conférence, débat-conférence, qui vise à opposer, en tout cas à comparer l'analyse technique à l'analyse fondamentale. C'est un débat qui a agité les passions. C'est toujours deux disciplines distinctes ou parfois qui s'opposent aujourd'hui, mais il y a quand même un consensus et une utilisation combinée dans les deux disciplines pour bon nombre d'investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Aujourd'hui, on a un panel très intéressant avec des professionnels de différents horizons qui vont, pour certains, plutôt défendre l'analyse technique, d'autres plutôt l'analyse fondamentale. On va voir si ces deux points de vue se concilient. Peut-être des surprises. Alors, je vais commencer par donner la parole à Thierry Béchu, qui représente Aquaman Capital, qui est un professionnel qui a une grande expérience de l'analyse technique. On est aujourd'hui à la 20e édition du salon de l'analyse technique. Eh bien, je vous donne la parole et je vous laisse vous donner votre point de vue par rapport à cette problématique. D'abord, essayez de me rappeler qui tu es. Beaucoup de gens te connaissent, des gens dans l'analyse technique. On a invité, j'ai essayé d'inviter des gens qui ou fort en gueule, ou vous déciderez qui c'est qui est fort en gueule, mais on se demande. Ou des gens qu'on voit régulièrement, que j'ai trouvé très intelligents, même si je ne suis pas un pro d'analyse fondamentale, mais que je trouvais très percutant, très intéressant. Et puis aussi des valeurs sûres de l'analyse technique, des personnes à l'origine de l'analyse technique en France. Donc c'était un peu ça, parce qu'on est 20 ans du salon de l'analyse technique, donc ça fait déjà un petit moment, mais tous ces gens-là sont déjà dans le marché depuis longtemps. Thierry. Bonjour à tous. Alors justement, 20 ans déjà, quand André m'a appelé en me disant ça fait 20 ans, ça faisait un peu du louche. Et je tiens en fait à te féliciter, toi et Valérie, parce que c'est 20 ans de travail. 20 ans, alors s'il y a 20 ans c'était l'internet, donc c'était un peu de l'opportunisme, et on disait c'est facile, c'est un peu logique de faire un salon sur l'analyse technique. Venir 20 ans, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles. Donc bravo vraiment à vous deux, vous avez fait un super travail. Maintenant, effectivement, qui je suis, qui j'ai fait, ce que j'ai fait, etc. Donc tout d'abord, j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, et j'ai très rapidement, j'ai eu une chance assez significative, parce que j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre avec Yannick Bertrand, et un peu plus tard avec Julien Monsal, sur l'analyse technique. Il n'y avait rien à l'époque, et ça a été effectivement une opportunité formidable. J'ai ensuite contribué à la création de la FAT avec mon ami Bruno Estier qui est dans la salle, je le salue bien, qui était d'ailleurs par ailleurs président de l'IFTA. J'étais dans un bain où il y avait effectivement une travail énergique, et plus tard il y a eu le salon de l'analyse technique. Et donc j'ai fait beaucoup de conférences avec la FAT, avec l'IFTA, l'association internationale. Et j'ai même enseigné à Dauphine dans le Master 203, où je continue à professer depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc voilà, ça c'est pour ma carrière en tant qu'analyste technique. Dans ma carrière, en fait, j'ai d'abord été analyste technique proprement parler, puis ensuite j'ai fait du trading, parce que en fait, quand on fait de l'analyse technique, on a très rapidement envie de faire du trading, de passer un peu, entre guillemets, aux choses sérieuses, c'est-à-dire d'appliquer ce qu'on voit, d'appliquer ce qu'on ressent. Et en fait, ma perception des choses a considérablement évolué à travers le temps. Ce qui est vrai aussi, et ça fait peut-être une de mes originalités sur le plateau, c'est que je n'ai pas fait que de l'analyse technique. Donc j'ai d'abord eu une formation de finance. J'étais destiné à devenir analyste financier, et puis très rapidement je suis tombé du côté analyse technique, donc un peu côté sombre de la force. Et ensuite, j'ai eu des opportunités pour découvrir en fait la macroéconomie et gérer un hedge fund global macro avec une vision macro et l'utilisation de l'analyse technique pour articuler en fait ces points d'entrée. J'ai plus tard
découvert en fait l'analyse quantitative, et c'est aujourd'hui plutôt ce que je fais. Cependant, l'analyse technique, on s'aperçoit que l'analyse technique, c'est aussi plus qu'une méthode, c'est aussi une philosophie et une façon d'appréhender les choses, une ouverture sur la compréhension des marchés qui est particulièrement précieuse et souvent un peu rare dans le milieu du plan. Voilà pour moi. Très bien. Donc aujourd'hui, Equaman que vous gérez, c'est un fonds, c'est... Alors Equam Capital, c'est un fonds. C'est de quoi Et alors Equam, ça fait référence ça a été créé par Arnaud Chrétien. Arnaud Chrétien qui travaille avec moi chez Mescar Poussel. Toi aussi d'ailleurs, tu as été Mescar Poussel. Tu étais dans les actions, toi, on était sur les futurs. Exactement, ça a commencé chez Mescar Poussel, qui était à l'époque la première société de bourse. Ça m'en met loin. Et c'était aussi la seule société de bourse qui développait vraiment l'analyse technique. Quand on est arrivé là-bas, quand je suis arrivé là-bas, il y avait des outils techniques, il y avait des graphiques qui n'existaient pas. Il y avait déjà dans certaines charges, dans le champ, il n'y avait pas d'ordinateur. C'était Éric Bertrand. C'était Éric Bertrand. Éric Bertrand, c'est vrai, rendons à César, c'était un César. Et Arnaud était avec moi sur les futurs, mais il n'était pas sur les futurs, il était sur les options. Il était sur les options. Ouais, mais options sur les futurs, c'est ça, tout à fait. Et alors là, il a créé avec d'abord, et peut-être qu'il a rejoint. Je l'ai rejoint en octobre dernier. Et il a créé ça quand? Il a créé ça en 2011. En 2011. Et à Equam, pourquoi Equam, ouais. Ça fait référence en fait à quoi? De l'eau, la liquidité, et bien sûr le AM fait référence à l'asset management, tout simplement. Donc tout le monde on peut placer son argent chez Equam, comment ça se passe? Alors très simplement, on peut aller sur le site, et après il y a des réseaux de distribution avec sa propre banque, on peut effectivement investir très simplement. Très bien. Alors, André Malpel, est-ce que tu veux te présenter? Très rapidement, on a entendu, j'avais commencé Miroir en professionnel en 1987, donc Thierry était un peu. Toi, c'était quand chez Mescar? Moi, j'étais en stage à ce moment-là, j'étais de travail chez Mescar. Oui. Et j'ai été embauché en 88. Et moi, je suis rentré en travail temporaire. Travail temporaire à l'époque, et on gérait des millions, et on s'est pris le crack dans la gueule, enfin dans le visage. Et ils ont vite quand même, pour que ce soit sérieux, qu'on soit quand même d'office, on est un contrat. Donc on était contrat sur le kit, etc. Donc j'ai dit déjà tout à l'heure un petit peu mon CV, 87, 96, je pars de Mescar, je crée la société de conseil, et j'avais commencé directement moi sur le pit à la crier. Et beaucoup de gens, vous verrez cet après-midi, sont passés un peu par Mescar, c'est un peu normal. Tout à l'heure, Thierry a dit que Mescar était une des premières sociétés à faire beaucoup d'analyse technique parce qu'il n'y avait pas grand-chose en France, donc ça a expliqué un peu pourquoi moi aussi je m'y suis mis, parce que quand j'arrive, on me raconte les yachts. Alors maintenant, je suis un fan des yachts et même j'ai des avancées sur les yachts. À l'époque, tu sais quoi, ces trucs-là, ça marche pas, etc. Et donc, il a fallu qu'on m'explique, mais les gars faisaient un peu de la prose, un peu comme M. Jourdain, sans trop comprendre ce qu'il faisait, donc, et ça s'est développé énormément. Mais vous aurez tout à l'heure Valérie Gastadi, qui était aussi, que vous pouvez assister, je ne sais plus si sa conférence est passée, mais c'est passé en ce moment ou plus tard, qui était aussi chez Mescar. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Mescar. Et puis, parmi la FAT, je voulais revenir sur ce que tu as dit, il y a Bruno Estier, mais il y a aussi d'autres anciens présidents de la FAT qui donneront ou des interviews ou des conférences, puisqu'il y aura Philippe Cahen ce soir et également Olivier de Duclas qui est là. Donc c'est intéressant de voir auprès d'eux quand même les sources de l'analyse technique. Voilà un petit peu, donc un peu mes sources personnellement. Je passe la main aux fondamentaux. Très bien, très bien. On va continuer par la droite avec Christian Parizeau. Vous êtes chez Aurel BGC. Donc Aurel BGC qui est la partie française d'un gros groupe mondial qui est BGC. Vous êtes broker, mais pour le faire institutionnel. Je vous laisse vous présenter, nous donner votre point de vue quant à cette problématique. Bonjour à tous. Alors oui, chez Aurel BGC depuis 22 ans, donc c'est l'essentiel de ma carrière pour faire simple. J'ai commencé comme économiste et puis maintenant je suis responsable de l'ensemble des recherches d'Aurel BGC en France.
Alors ça suppose que j'ai la partie encore économie, j'écris encore sur l'économie, je suis encore chef économiste, et j'ai la partie aussi, je gère la partie analyse action et analyse crédit. La partie analyse crédit, c'est donc les boîtes qui émettent des obligations et on note ces boîtes sur leur capacité à rembourser l'argent qu'ils empruntent auprès des investisseurs. Donc c'est une vision qui est un peu complémentaire avec la recherche-action, mais qui peut des fois s'opposer, puisque par exemple, si une entreprise rachète ses actions, c'est pas bon pour l'obligataire, mais c'est très bon pour l'actionnaire. Vous voyez, il y a une perception un peu différente, mais c'est vraiment une vision fondamentale, qualité de l'entreprise, qu'est-ce qui peut faire que l'entreprise va mieux ou moins bien. Et donc ça, c'est la partie vraiment recherche fondamentale. Sur la partie économie que je m'occupe, on est 2 économistes, on a aussi un stratégiste action, et avec nous, on a un analyste technique. Donc derrière mon dos, quand je travaille tous les jours, il y a un analyste technique. Donc je connais aussi très bien la problématique. Et il se trouve qu'on fait des présentations aux clients, alors que professionnels, on n'a pas de particulier. Dans nos présentations, on a depuis longtemps mêlé l'analyse technique avec nos présentations macro, sachant que l'analyse technique fait la première partie et nous on fait la partie macroéconomie en deuxième partie. Et des fois on contredit ce que dit l'analyse technique. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, c'est un collègue. Voilà, voilà, mais enfin, on peut être d'accord, je veux dire, mais on travaille de manière séparée. C'est-à-dire que l'idée, et ce que je lui demande, c'est qu'il n'ait pas forcément d'opinion fondamentale. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment qu'il donne son opinion en tant qu'analyste technique, même si c'est pas pourquoi la livre a bougé, parce qu'il y a une telle news sur Madame May. Je m'en moque. Lui, je veux vraiment son opinion sur la partie analyse technique. Il ne donnera pas son opinion sur ce que fait Madame May. Par contre, sur la partie économie, nous, on donnera notre opinion sur le Brexit, les conséquences, etc. Oui, mais donc, on distingue vraiment les deux. Tu lui demandes, vous lui demandez pour compléter ce que vous voyez en analyse fondamentale, ou pour contredire éventuellement, pour compléter, c'est pareil, dans le bon sens ou dans le mauvais positif ou négatif, ou pour amener des idées. Parce que moi, j'ai une anecdote. Chez Mescar, quand on était au Futur, on était les bourrins, donc on était déjà au 3e étage. Eux, là, ils étaient déjà au 3e. Donc nous, ils descendaient, la recherche, action, ils descendaient, et ils disaient, André, qu'est-ce que tu penses du marché? Alors, et pourquoi? Parce qu'ils avaient leur papier à faire pour l'ensemble des tables, et ils ne savaient pas quoi dire. Donc ils demandaient à les techniques de leur donner des idées, et après ils justifiaient ça par des raisons fondamentales. L'analyse on se moque du monde. Non, justement, nous l'idée qu'on a toujours eue sur l'analyse technique, moi ce que j'ai déjà vis-à-vis des clients, c'est que moi je ne peux pas dire aux clients précisément dans un mois quel sera le niveau du CAC 40. Franchement, voilà, c'est plutôt dire, voilà, on a vous avez 2 outils, qui est l'analyse fondamentale, notre vision de l'économie, notre vision des indicateurs, les chiffres de l'emploi cet après-midi aux États-Unis, je pense qu'ils vont être bons, ils vont être mauvais. Voilà les risques que ça peut faire par rapport aux anticipations de taux, par rapport au scénario de la Fed, etc. Donc ça, c'est ma vision macroéconomique. Mais ne me demandez pas de vous dire si le chiffre américain est mauvais, à quel niveau va aller le CAC 40. Parce que franchement, objectivement, je n'ai pas d'idée, c'est pas mon domaine. Moi, je ne vais pas vous dire au point près quel est le seuil psychologique. Donc ça pourrait être un des défauts de l'analyse fondamentale. Mais c'est pas forcément la même chose. Je veux dire, on n'est pas. Moi, j'ai aucune prétention. Vous pouvez dire comme ça, j'ai tout testé sur l'analyse fondamentale. J'ai même utilisé les moteurs d'intelligence artificielle, etc., pour essayer d'adapter notre scénario économique avec des objectifs de cours pour avoir. Parce que j'ai toujours détesté le côté doigt mouillé. Je vais vous dire quel est le niveau du. Je vous donne le chiffre du PIB, mais je vous donnerai le niveau du CAC. Alors ça, c'est le truc qui est complètement aberrant. Sauf que beaucoup de gens voient un peu l'analyse fondamentale comme ça, en disant, moi j'aimerais bien que l'analyse fondamentale me dise, bon, alors voilà, le PIB est tel niveau, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc ça va monter, donc il faut l'acheter jusque là. Parce que l'objectif, c'est un peu ça quand même. Alors à quoi ça sert si on n'a pas trop de. Je rentre déjà dans le débat, mais on va finir, après on va donner la parole à Olivier. Allez. Juste un mot. Moi, je pense que l'analyse fondamentale, il y a plusieurs choses. C'est que les marchés, ce sont des marchés à thème. C'est-à-dire qu'un marché, à un moment donné, va se focaliser sur quelque chose. À un moment donné, on va regarder les tweets de Trump et Trump va faire bouger le marché du pétrole. Après, 2 jours après, il va faire un tweet et personne ne va le regarder. Donc, il y a un gros travail quand on fait d'analyse fondamentale d'identifier quelles sont les idées clés, qu'est-ce qui est market mover, quel est le scénario économique aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vous croyez en la récession aux États-Unis en 2020? Il y a 50% des économistes américains interrogés par le Wall Street Journal qui disent que la prochaine récession aux États-Unis, c'est 2020. Ça a un vrai impact dans votre gestion de portefeuille, dans votre prise de risque.
Après, vous y croyez pas, à partir du moment où le marché peut commencer à y croire, ça aura des conséquences en termes d'arbitrage. Donc ça, c'est ma vision macroéconomiste. Maintenant, je ne vais pas vous dire, je vais peut-être avoir des opinions sur les indicateurs, je vais vous dire mon scénario, ce que je crois ou pas à la récession, mais je ne peux pas vous dire cet après-midi s'il y a un mauvais chiffre de l'emploi, jusqu'où va descendre le CAC 40, ou s'il y a un bon chiffre, est-ce que le CAC 40 va s'envoler, mais avec les conséquences sur les taux longs, etc. Je ne donnerai pas d'objectif c'est ça la grosse différence. Je pense que le market timing, c'est plus de l'analyse technique. Nous, on est là plus pour identifier les thématiques fortes et en quoi ça impacte votre prise de risque dans votre allocation d'actifs à horizon 2, 3, 6 mois. Mais je n'aurai pas d'opinion sur l'heure prochaine ou sur les 3 prochaines semaines. D'accord. Très bien. Pour terminer ce tour de table d'introduction, Olivier Delamarche, je suppose que vous connaissez Olivier, puisqu'il a été présent pendant de nombreuses années sur BFM Business. Désormais, il anime une émission sur Russia TV. Et à l'écran, vous avez les Éconoclastes qu'il a, je pense, fondé. Eh bien, Olivier, je vous laisse prendre la parole et vous exprimer par rapport à la problématique analyse technique ou analyse fondamentale. Bon, bah, écoutez, je me présente rapidement. J'ai commencé l'analyse financière chez Pinaton en 87-88, comme mes petits camarades. On a tous la même date d'entrée en bourse. Et puis ensuite, j'ai fait du trading, j'ai fait sales, j'ai fait du trading, fonds propres. Et puis en 2003, je suis parti, j'ai fondé une société de gestion qui a vendu en 2014 et maintenant j'ai quitté Paris et j'ai fondé un family office à Genève. J'ai écrit une lettre macroéconomique avec Agora. Quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, Philippe Béchade. Et puis j'ai fondé les Éconoclastes avec des garçons comme Nicolas Chéron, Philippe Béchade et autres que vous connaissez aussi. Il y a des réunions régulières d'ailleurs d'Éconoclastes. Il y a des réunions régulières, pas forcément pour parler de bourse, mais il y a des réunions régulières. Pas de bourse? Non, pas que de bourse. Des saucisses béarnaises, ça va. Et donc on fait régulièrement des conférences, quand on arrive à les organiser, on fait des conférences macro principalement, puisqu'il y a quand même des gens comme Pierre Sabatier, comme vous avez Charles Gave, qui est aussi Éconoclaste, donc Jacques Sapir. Donc on a plusieurs économistes dans notre groupe et on est rattaché à aucun parti politique, on est totalement apolitique. Et vous avez à peu près tout le panel des économistes qui vont de la gauche à la droite, hein, si on veut les classer. Voilà, donc alors quoi vous dire sur l'opposition ou les rapprochements possibles entre les fondamentaux et l'analyse technique. Moi je crois surtout que depuis déjà un certain nombre d'années, on n'a plus de marché. Parce qu'un marché, c'est une multitude d'offres et une multitude de vendeurs et une multitude d'acheteurs qui se retrouvent et qui font un prix. Or aujourd'hui, les marchés sont contrôlés par les banques centrales. Elles sont d'un côté contrôlées par les banques centrales qui fixent les prix, donc on est dans un régime administré, un peu comme au temps du RSS. Et donc, c'est les banques centrales qui fixent les prix. D'ailleurs, vous regardez aujourd'hui, vous avez depuis un petit moment, alors je comprends que Christian ne puisse pas vous dire sur le chiffre du chômage qui va tomber ce que va faire le CAC 40, pour la bonne et simple raison que le CAC 40 et les autres indices se foutent complètement de tous les chiffres pourris qui sortent depuis des semaines. Donc, et il continue de monter quoi qu'il arrive. Donc moi je basculerais plutôt de l'autre côté de la table aujourd'hui, parce que je crois plus pour gagner de l'argent dans l'analyse technique que dans les fondamentaux. Parce que les fondamentaux,
si réellement les marchés les suivaient, croyez-moi, ils seraient beaucoup plus bas, les marchés, tous. Donc, pourquoi ils ne sont pas beaucoup plus bas? Tout simplement parce que vous savez aujourd'hui, quand vous êtes gérant, vous savez que vous avez des banquiers centraux qui sont derrière vous, hein, qui retournent leur veste quand il faut, parce que vous avez un système qui aujourd'hui est complètement market dépendant. Il n'est plus data dépendant comme il a été. C'est-à-dire qu'il se fout complètement des fondamentaux économiques. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le système est bourré d'actions. Les fonds de pension américains sont bourrés d'actions. Ce qui va payer les retraites de demain, c'est bourré d'actions. Les banques centrales sont bourrées d'actions, de TF, etc. Vous savez que les Japonais, notamment la banque centrale japonaise, achètent absolument tout ce qui se présente sur le marché. Et vous avez des banquiers centraux, vous avez la Banque nationale suisse, vous avez la Banque d'Israël, vous avez la Banque japonaise, qui sont bourrés de TF et d'actions. À partir de ce moment-là, si vous voulez, vous ne pouvez pas laisser tomber les marchés actions. Parce que ça serait catastrophique. Autrement dit, vous avez des banquiers centraux qui interviennent et qui interviennent massivement. Vous vous demandez peut-être pourquoi le marché action en Chine a monté, c'est pas très compliqué. Ils ont fait tourner la planche à billets, 685 milliards sur le seul mois de janvier. C'est délirant. À partir de ce moment-là, si le marché ne monte pas avec ça, je ne sais pas ce qui pourra le faire monter. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que justement, j'ai l'impression que le pauvre Christian Parizeau, il se retrouve tout seul dans l'analyse fondamentale, on va essayer un peu de l'aider. Qu'est-ce que je veux dire, Olivier, qui est viré sa QC aujourd'hui, il est passé à analyse technique. Ma question est quand même, alors vous voyez, on ne se connaît pas. Bon, ce que tu dis, il y a quand même là, à l'écran, on a différents marchés sur le long terme, le CAC, le DO, le DAX, le Nikkei. On voit qu'il y a des différences. Et bon, donc il y a des éléments derrière qui ont joué ces différences. Donc je pense que Christian peut argumenter pourquoi il y en a un qui monte, pourquoi il y en a un qui stagne, etc. Attends, 2 secondes, je finis ma question. Et en plus, ce que tu émets, ce que tu mets en avant, est-ce que ce n'est pas des raisons fondamentales? Tu expliques que les Chinois ont fait marcher la planche à billets à tout va. Est-ce que ça, c'est pas de l'analyse fondamentale? Mais si on peut la diagnostiquer. Non mais on est d'accord, c'est de l'analyse fondamentale, mais ce que je veux dire, c'est que regarde le marché japonais, par exemple, qui vient de passer en gros en quelques années de 8000 à 25. Aujourd'hui, la croissance au Japon, elle est nulle. On a vu que malgré les centaines de milliards, les milliers de milliards qu'ils ont collés dans le système, ça n'a absolument rien changé, ça n'a absolument pas relancé l'activité au Japon, ça n'a pas relancé l'inflation, puisque de toute façon, un quantitative easing est déflationniste et non pas inflationniste, comme certains pouvaient le penser. Et donc, ils ont échoué sur la totalité de leur action. Les 3 flèches de M. Abe sont tombées dans l'eau. Donc, c'est du fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour prévoir les marchés, les directions de marché-action et sur les titres, aujourd'hui, ce n'est pas avec l'analyse fondamentale qu'on peut y arriver. Sachant que, en plus de ça, vous avez une industrialisation de la gestion, parce qu'il ne faut pas croire, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est pas vous qui faites les cours, hein, tous. C'est donc des fonds qui sont des fonds de plus en plus indicés, benchmarkés, avec des conseils de gestion à n'en plus finir, qui surtout ne décident rien, avec maintenant des robots, de l'intelligence artificielle, qui est souvent très artificielle plus qu'intelligente. Et donc, vous avez des marchés qui aujourd'hui ne prévoient plus rien,
qui n'anticipent plus rien, qui réagissent à des nouvelles, qui réagissent en effet à des tweets de monsieur Trump ou autre, hein, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'intelligent. Je vous rappelle quand même que depuis quelques années, on avait des équipes entières qui étaient payées pour décrypter le langage corporel de Madame Yellen. Quand on en arrive là, si vous voulez, c'est que le fond est quand même bien loin des préoccupations majeures des boursiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une gestion robotisée et normalisée fait que tout le monde fait la même chose en même temps, achète les mêmes titres, et donc je pense que c'est pour ça que l'analyse technique va devenir de plus en plus intéressante à suivre. Alors, je vais vous laisser la parole tout de suite, M. Parisot. Simplement, au niveau du second tour de table, on a déjà entamé, puisque l'idée, pour moi, était de parler du contexte actuel avec ces marchés actions qui sont haussiers depuis 2008 de manière continue, et encore, bien sûr, il y a des petits soubresauts et des phases de plusieurs mois parfois de correction, mais les marchés sont haussiers. Encore en décembre et en fin d'année dernière, on a eu un sentiment un peu anxiogène, et depuis le début de l'année, on a un super premier trimestre. Avoir le point de vue de chacun, est-ce que ça s'explique par le fondamental? Je pense. Que peut-on en penser d'un point de vue technique? En tout cas, M. Parisot, je vous donne la parole pour répondre à Olivier Notin. Alors déjà, je voudrais préciser deux choses. D'une part, sur le fait que, attention, un indice ne représente pas forcément l'économie. Je prends par exemple l'exemple du Nikkei. Le Nikkei est beaucoup monté sur des valeurs exportatrices. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que Toyota, vous valorisez la valeur Toyota que sur ses ventes automobiles au Japon? Est-ce que vous croyez, alors je ne sais pas si vous connaissez SoftBank qui a un portefeuille monstrueux et qui investit dans toutes les sociétés technologiques, qui est plus présent dans Uber, dans plein de sociétés technologiques, sa valorisation boursière aujourd'hui elle reflète nullement l'économie japonaise. Donc attention, je ne suis pas convaincu, il y a des éléments aujourd'hui, parce que dans ce qui est monté dans le Nikkei, c'est essentiellement les valeurs exportatrices, ce qui fait que vous avez un indice Nikkei aujourd'hui qui est plus sensible au taux de change finalement, à la variation du yen par rapport au dollar, et c'est ça qui va jouer comptablement sur les résultats des entreprises que finalement à un chiffre de PIB japonais. Comme aussi le CAC, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le CAC 40, un total, reflète que l'économie et que française. Donc attention à ça, c'est pas que l'aspect, beaucoup d'entreprises ont été chercher la croissance sur les émergents notamment, et sur la Chine. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les indices reflètent qu'un aspect purement économique. D'autre part, intervention des banquiers centraux, il y a en effet un cas particulier qui est la Banque centrale du Japon qui achète des ETF, mais qui achète des indices, qui achète l'indice global du marché, parce que naturellement, la Banque centrale ne peut pas dire je vais favoriser Saint-Gobain par rapport à Lafarge et je vais acheter que des actions Saint-Gobain, ça aurait un vrai problème. Donc elle achète des indices, et en effet, on peut dire que la Banque centrale japonaise intervient. Ce qu'ont fait les banques centrales majoritairement, et dans le reste du monde, c'est vraiment un cas particulier, la Banque centrale du Japon, elles interviennent sur les marchés obligataires et elles injectent de la liquidité sur les marchés obligataires. Je ne dis pas que c'est neutre, je dis juste que vous avez aujourd'hui des gens qui achètent des obligations, principalement des obligations d'État, et la BCE a fait des obligations d'entreprise. Cette liquidité, après, où elle va? C'est-à-dire que moi, je suis gérant, j'avais mon obligation dans mon portefeuille, la Banque centrale est venue, elle m'a donné des euros. Qu'est-ce que je fais de ces euros? Si je vais m'acheter une voiture, ça relance l'économie, ça peut même faire de l'inflation, puisque ça pourrait relancer la demande. Le problème, c'est que cet argent, il ne va pas dans l'économie réelle, il reste sur les marchés financiers. Alors soit j'ai vendu mon obligation, je rachète une autre obligation, et je maintiens les taux d'intérêt très bas et artificiellement bas. C'était l'objectif de la BCE quand elle a fait cet achat. Soit j'utilise cet argent et je vais investir effectivement sur le marché action. Et là, peut-être je fais monter artificiellement le marché action, puisque je n'ai pas acheté l'action parce que je pensais que l'entreprise allait bien et qu'elle allait valoir plus cher. J'ai acheté l'action parce que j'avais des liquidités à passer, je ne savais pas où les placer, et la Banque centrale m'a tellement donné peu de rendement si je l'investis dans les obligations que je prends plus de risques et je vais sur le marché action. Et là, on peut dire qu'il y a une déformation entre les fondamentaux et le niveau du marché, puisqu'à ce moment-là, je n'ai pas acheté le marché pour de bonnes raisons. J'ai acheté le marché parce que j'avais des liquidités à placer et que j'avais aucun rendement si je les gardais. Et même pire, si je le garde en monétaire à taux zéro, je suis même pénalisé puisque la Banque centrale fait un taux négatif, un taux d'intérêt négatif. Donc je perds un peu d'argent tous les jours si je ne fais rien de cet argent. Donc c'est une volonté des banquiers centraux, après on peut en discuter, moi je ne suis pas fan
bien, ils ont leur raison, et ça serait trop long que de l'expliquer, mais en tout cas, c'est clair qu'ils ont déformé l'offre et la demande à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant, je vous prends un exemple, moi je suis investisseur, j'ai 100 € à placer, si je suis persuadé que Total va faire faillite, eh ben, je ne vais pas le mettre sur Total. C'est-à-dire que la BCE, j'arrive beau avoir vendu mon obligation, j'arrive beau ces liquidités à placer, je préférerais peut-être payer la BCE 0,40 par an pour laisser ça en liquidité. Si je n'ai pas confiance dans l'économie, si je n'ai pas confiance dans Total, je ne mettrai pas un sou dans Total parce que je peux perdre plus que 0,40 si j'investis dans Total. Et si Total chute, je vais peut-être perdre 10-20%. Donc attention, moi je pense qu'il y a quand même un vrai rôle. Et puis dernière chose que je voulais dire, et puis je vais laisser la parole aux autres personnes, c'est attention à l'aspect algorithmique. Alors j'ai des clients qui investissent que sur des algorithmes. Donc je connais très bien leur façon de procéder, mais c'est marrant, j'en ai plusieurs qui ont des fonds comme ça, qui sont gérés qu'à l'aide de modèles algorithmiques, enfin, donc ces fameux ordinateurs. Première réflexion que j'ai vue en discutant avec eux, c'est que les algorithmes ne sont pas identiques d'une gestion à l'autre. Donc déjà, première chose, dire qu'un mouvement de marché est lié qu'aux ordinateurs, il faudrait que les ordinateurs utilisent tous les mêmes algorithmes. Je pourrais vous donner, si j'ai le temps, quelques exemples comment résonnent leurs algorithmes. Ils peuvent même s'opposer. Donc attention à ça, c'est pas parce que c'est un ordinateur qui investit, qu'il n'y a pas l'homme qui intervient dans la décision d'investissement, ces algorithmes se basent sur des choses qui sont plus ou moins vérifiées et qui sont des fois même des éléments qui sont issus de l'analyse technique, qui sont, au lieu d'utiliser un être humain qui va raisonner sur un chart, on va utiliser des algorithmes, des formules mathématiques, mais ça rejoint un petit peu cette appréciation-là. Et deuxième chose, beaucoup d'algorithmes, ce sont des algorithmes de très court terme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont faire des micro-deals, c'est-à-dire qui vont réagir sur 2-3 secondes, 10 secondes de marché, et qui vont corriger des marchés ou réagir à des mots-clés sur des news pour profiter d'un tout petit mouvement de marché. Donc attention à ça, parce que ce sont certes des gens qui font beaucoup de volume, parce qu'ils interviennent énormément et sur des microsecondes, mais je ne suis pas convaincu qu'ils fassent de la tendance. Et ça, c'est vraiment mon opinion. Plus je les côtoie et plus j'ai cette opinion-là, ce sont des opportunistes, ce sont des gens, vous voyez, il y a un mouvement peut-être de 1 € sur une valeur, ils vont prendre 80 centimes, 70 centimes, même peut-être 10 centimes de ce mouvement de 1 € de la valeur. Mais le fait que la valeur prenne 1 €, ça ne sera pas eux qui auront enclenché le mouvement, parce qu'eux, ils sont que ce qu'on appelle trend followers, ils ne suivent que la tendance. Et donc je trouve qu'on met, certes ils font du volume, certes ils sont importants, parce qu'ils interviennent beaucoup sur les marchés, ils font beaucoup, c'est pour ça que nous en tant que brokers on les aime bien, parce qu'ils nous donnent beaucoup d'ordres, mais ils interviennent énormément sur les marchés. Mais attention, je reste convaincu qu'ils ne font pas une tendance et que la tendance est liée quand même aux investisseurs finaux. C'est eux qui vont vraiment prendre une position et c'est eux qui vont vraiment donner une inflexion au marché ou pas. Non, ça c'est sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas les traders, moi je vais même au-delà, c'est pas les traders qui font le marché. On a accusé les traders de tous les noms, moi ça m'a valu même un contrôle fiscal parce que j'avais dit que Sarkozy disait n'importe quoi quand il accusait les traders, on remonte un peu loin, mais il y a l'air contrôle fiscal, je pense que c'est... On va pas en parler, on s'en moque, c'est pas grave, mais par contre, de dire que les traders font la tendance, non, ils accélèrent, ils trade, ils liquéfient le marché, ils rendent liquide le marché, ils prennent des risques, ça permet au marché de fonctionner. D'ailleurs, un marché fonctionne entre investisseurs ou dans les marchés futurs, entre couvreurs et spéculateurs. S'il n'y a que l'un et pas l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, pareil pour les marchés classiques cash, il faut des investisseurs et il y a les traders qui viennent prendre des risques, qui se mettent en face, qui permettent de rendre plus liquide. Donc tu as raison. Alors des fois on les accuse de tous les mots, et donc tu vas au-delà, même toi tu parles des trading systems et des gestions algorithmiques. Tu as dit qu'ils sont à base d'analyse technique, moi je considère qu'ils sont que à base d'analyse technique. Alors tu vas amener la confirmation ou justement le complément, et donc ils favorisent le mouvement, mais c'est pas eux qui sont responsables, c'est pas le trader. Le trader, lui, il suit l'analyse technique et il va se mettre dans le flux de capitaux. Le flux est favorable à la hausse, il va se mettre à la hausse. Je vous rappelle souvent ma figure, le suceur de roue. L'analyse technique, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très futé. Il regarde quand ça démarre, il se met dans le flux. Ça démarre pas, il fait rien. Il faut qu'il y ait un Eddy Merckx, un Virenque, il faut qu'il y en ait un qui se soit un peu shooté et qui parte devant, et nous on suit derrière. Sinon on n'est pas courageux, on attend. Donc c'est pas nous qui faisons la tendance. Très bien. Thierry,
que Christophe Vincent, juste pour vous donner, c'est vrai que c'est à base d'analyse technique, mais pas tous. Il y a certains qui sont des arbitrages entre marchés ou des arbitrages d'anomalies de valorisation et qui sont basés en partie sur des fondamentaux. Ou alors par exemple, je parlais du directionnel. de changement de pondération des valeurs au sein de l'analyse, parce que leur objectif c'est de battre, pour un exemple, vous voulez battre le CAC 40, donc vous faites un portefeuille qui réplique le CAC 40, et sur certaines variables, sur certaines news ou sur certaines informations, vous repondérez plus ou moins certaines valeurs de manière très rapide. Et donc ça, c'est comme ça que vous faites une surperformance par rapport au CAC 40. Donc l'idée, c'est de prendre des paris, mais selon des clés, et des clés qui ne sont pas forcément d'analyse technique, qui peuvent être des news, qui peuvent être du fondamental, qui peuvent être des changements de recommandation d'analyste, moi j'en connais certains, ou alors certains, je connais des algorithmes qui se basent aussi sur, en fonction des évolutions du consensus des analystes actions. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont quand même tous basés que sur la partie analyse technique. Certains sont sur de l'information, mais issus du fondamental. Thierry Béchu. Alors, je voulais juste corriger André sur sa vision du cyclisme. C'est pas Froome qui va partir et tout le monde va suivre, c'est les petits soldats de Froome qui vont faire le travail. Ceci étant dit, je vais revenir aussi sur ce que disait Christian. En fait, les taux négatifs, ça, évidemment, on ne forcera jamais quelqu'un à acheter du total si on n'est pas total. En revanche, les taux négatifs, ça va inciter des gens à prendre un risque qu'ils n'ont pas forcément envie de prendre, simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent. Donc ils vont acheter typiquement du crédit un petit peu plus risqué que ce qu'ils voudraient avoir, ou même ils vont aller chercher des obligations à plus long terme pour avoir un petit peu de rendement, ou ils vont aller carrément sur des actions. Et du coup, et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui aux banquiers centraux, c'est de créer quelque part une bulle, parce que artificiellement, on oblige les gens qui sont pas, dont c'est pas la vocation, à aller sur des investissements qui ne sont pas faits pour eux. Et donc ça, c'est effectivement typiquement le principe du but. Maintenant, je voulais revenir un peu sur est-ce que c'est un fait, tout ce qu'on voit sur les marchés, est-ce que c'est un phénomène technique, est-ce que c'est un phénomène fondamental? C'est forcément les deux. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde la remontée du marché, il y a un principal driver qui est le retour des banquiers centraux qui ont complètement inversé leur perception et qui ont clairement dit qu'ils arrêteraient de faire du resserrement monétaire, donc contact. Il y a un deuxième petit driver qui est effectivement l'histoire des tarifs douaniers où Trump nous a dit hier que ça allait être monumental. Monumental pour qui? Peut-être pour les États-Unis, mais si jamais il arrive à faire effectivement signer des tarifs douaniers avec la Chine, n'oublions pas que le prochain candidat sur la liste, c'est l'Europe, et surtout l'Allemagne, qui va effectivement devoir négocier de façon difficile avec Trump. Donc c'est une mini bonne nouvelle. Techniquement, ce qu'on a eu sur les marchés, on a eu d'abord un effondrement des marchés, on n'a jamais eu une baisse aussi forte en décembre sur les États-Unis que depuis les années 30. C'est colossal, ce qu'on a eu, hein. On a connu plus de 15%. Décembre, c'est normalement le mois le plus tranquille, c'est Noël, et en général, c'est un mois haussier. Moins 15%, c'est du jamais vu, quasi. Donc derrière, ça veut dire que les marchés ont été extraordinairement nettoyés. Et ce qu'on a observé en fait dans le Qu'est-ce que tu veux dire par nettoyer? Nettoyer, ça veut dire que d'abord panique, tous les gens qui étaient un peu en spéculation, on parlait des traders ou des investisseurs court terme, sont sortis du marché et que les gros investisseurs sont dans la pétochade grave. Voilà. Donc le marché est nettoyé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'appétit pour prendre le moindre risque. Et ça prend du temps pour revenir. Et ce qu'on a observé en fait dans le rebond en janvier-février, c'est en fait typique d'un short covering. Et là, je voudrais revenir sur souvent une erreur d'appréciation. On dit souvent, en fait, la reprise, elle s'est faite sans volume, donc elle n'est pas très saine. C'est exactement l'inverse. S'il n'y a pas de volume, ça veut dire que justement, le marché n'est pas complaisant. Le marché ne croit toujours pas. Et c'est ce qu'il faut. Donc ce qu'on a observé, c'est justement un retour sans volume. Et avec, ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on peut regarder, on a une vision des flux qui passent, notamment dans les ETF et dans les fonds equity. Et ce qu'on a vu,
c'est qu'en fait, on avait entre janvier et février une poursuite de flux négatifs sur les equities. C'est-à-dire que les investisseurs profitaient du rebond du marché pour sortir des actions, mais pas pour re-rentrer. Ça veut dire qu'on était tous dans la complaisance. Et aujourd'hui, on se retrouve, alors le marché, les flux sont redevenus positifs sur les actions à partir de mars. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut dire que le marché redevient potentiellement un peu complaisant. Bien. Mais ça peut tirer. J'ai un peu mal à comprendre cette notion. Si les flux sont négatifs, ça veut dire qu'il y a moins de demande. Comment un marché peut monter si on a des sorties de... C'est le short covering en fait. C'est le short covering. C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui étaient positionnés short, alors positionnés short, forcément bien. Short covering, ça veut dire que c'est des gens short qui couvrent leur short. C'est short, c'est vendeur, pardon, et ils couvrent leur short. C'est ça. Alors, ce sont soit des vendeurs à découvert, dans un premier temps, soit simplement des gens qui sont sous-exposés. Donc, dans une gestion multi-active où on est censé avoir 100% d'actions et 70% d'obligations, si vous êtes à 25% d'actions, vous êtes short les actions, vous êtes à court d'actions. Et donc, évidemment, ces gens-là, ils courent après le marché pour revenir progressivement sur leur marque de 30%. Donc, ils avaient vendu, ils étaient un peu pris à la gorge, ils doivent se couvrir, donc ils rachètent. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'ils rachètent, quand même, fait monter le marché. Si on a une position de la place, ce qu'on n'a pas, mais qu'on a dans les positions ouvertes sur les futurs, on voit les positions ouvertes qui décroît. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, la source d'acheteuses va se tarir. Donc, grâce aux positions ouvertes sur les futurs, on peut savoir, on peut déjà anticiper que cette hausse est fragile et qu'elle va s'arrêter. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit. Je dirais que c'est exact au début, mais il y a un moment donné, ça a commencé à basculer, c'est ce que tu as dit, et on est passé au complaisant. Alors, tu le situes avec Aquam aux alentours de mars. Moi, je le situe un peu avant, et surtout, quand je monte sur l'écran, le CAC, on le voit qui fuse quand même. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même pas mal de gens qui, au bout, sont rentrés. Et est-ce qu'il y a encore, alors ceux qui ont suivi ma conférence tout à l'heure sur les résistances, les supports, etc., où il n'y a plus d'acheteurs, est-ce qu'il y a encore des acheteurs dans le marché? Parce qu'au bout d'un moment, alors au début, c'est des acheteurs qui couvrent, donc ceux-là, ils ne vont pas être nombreux, et puis après, il y a complaisance qui est en train de dire que c'est des acheteurs qui viennent, et puis il y en a beaucoup, tout le monde devient acheteur. Est-ce qu'on est au point où tout le monde est devenu acheteur? Est-ce qu'il reste encore, est-ce qu'il en reste sous le pied? Ça, on ne sait pas. Il y en a toujours potentiellement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit rentré entre la mi-mars ou début mars et maintenant. Donc il y a peut-être encore un petit peu de potentiel. Et ce qui est flagrant, en tout cas, c'est que, si je parle de complaisance, c'est que ça a été noté notamment par Christian et par Olivier. Ce qu'on observe quand même depuis le début de l'année, c'est une dégradation assez incroyable des chiffres, notamment en Europe, dans le secteur manufacturier, l'industrie allemande est plus mal. Donc ça veut dire que potentiellement l'Allemagne est en récession au courant de l'année. Elle a échappé à une récession technique l'année passée. L'Italie est en train de plonger dedans. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Europe, c'est pas terrible. Je rajoute, on peut rajouter derrière le Brexit, il n'en finit plus. Donc on est effectivement dans une sorte de complaisance par rapport à ça. Complaisance aussi parce que, alors que les marchés continuent de galoper, on voit les earnings, donc les bénéfices des entreprises qui se dégradent jour après jour. Et ça, quand vous avez une divergence notable comme ça, c'est effectivement de la complaisance. Donc on a quelque chose qui se confronte entre cette complaisance du marché et puis le marché qui est tiré par effectivement l'action des banquiers centraux. Mais ceci a une fin. Et effectivement, alors ce qui est intéressant techniquement maintenant, c'est qu'on voit qu'on est très proche de résistance technique très forte. Voilà, sur le CAC, on n'est pas très loin. Sur le marché américain, on est tout proche. Sur l'indice suisse, on est dessus. Bref, on n'est pas très loin en fait au niveau de résistance très fort. Le DAX, il bute sur la zone des 12 000. On voit bien, il y a une sorte de tête épaule ou de triple top qui a été cassée. On a fait quasiment les objectifs. Et puis là, on revient effectivement sur la barrière des 12 000, c'est intéressant. Et donc, c'est une grosse résistance. Et lui, plus loin, il a quand même une gueule, une fiche de
un profil, qui est un profil plus baissier que le CAC, parce que souvent on peut assimiler vers de l'intermarché, et on voit qu'il s'est pris une belle claque, et que là il a beaucoup de mal à monter quand le CAC, lui, un équivalent, il est déjà, alors on n'arrive pas à dessiner, mais il est par ici. Donc, je vais juste dire un mot. Alors moi, je vais vous donner mon explication pourquoi le DAX souffre plus que le reste. Ça, c'est du fondamental, c'est juste que le DAX a beaucoup de valeurs industrielles, et dans la dégradation actuelle de l'économie mondiale, je vous rappelle, c'est un ralentissement très fort du commerce mondial. Et vous savez que dans le commerce mondial, on échange des biens. C'est pas des services, hein. On essaie de déplacer les gens, mais c'est surtout du bien. Le coiffeur, en général, qui reste assez local. Donc on échange des biens. 80% des échanges mondiaux, c'est des biens. Et quand vous avez un ralentissement mondial, ça veut dire un ralentissement industriel. Et aujourd'hui, on a un élément qui est important, c'est qu'on a des enquêtes qui se dégradent. Alors ça s'est un peu stabilisé sur le dernier mois, mais en tendance depuis près de juillet, on va dire, on a vraiment une dégradation de l'activité industrielle et dans certains pays une contraction de l'activité industrielle, notamment dans les pays européens. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la partie service de l'économie se maintient très bien aujourd'hui parce qu'on a une demande intérieure dans les pays qui reste assez solide et on voit que la partie bien de consommation se maintient aussi assez bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire les arbitrages entre indices qui est lié à la composition des indices. Un CAC 40 qui est plus sur du luxe, sur la consommation face à un indice allemand beaucoup plus exposé au niveau industriel, beaucoup plus exposé au secteur automobile qui souffre énormément, et bien forcément ça fait des décalages et ça fait des arbitrages que l'on peut faire. Mais là, ce sont des arbitrages liés à la composition des indices plus qu'à l'aspect valeur, enfin plus qu'à des aspects bourse globale. C'est vraiment l'aspect composition qui fait les différences de performance entre les indices. Tout à fait, Christian, mais moi je pense que le vrai analyste technique ne nie pas l'importance de l'analyse fondamentale. Contrairement à beaucoup d'analystes fondamentaux, alors je vois que les choses ont changé, hein. Moi je vous parle d'une année que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était au salon, début du salon il y a 20 ans, mais où il y a des analyses fondamentaux, tellement l'analyse technique c'est de la... bon, voilà, vous avez compris. Pas une chose sérieuse. Voilà, c'était pas une chose sérieuse. Comme tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs, on passe aux choses sérieuses. On parlait du trading. Donc moi je m'en là. Je pense que même plus il y a d'analyses de raisons fondamentales, économiques, et plus le graphique est lisible. Le graphique, c'est simplement la traduction des comportements des intervenants qu'ils achètent. Donc en particulier ceux qui sont uniquement purs fondamentaux, purs économiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'achètent pas, ils vendent pas. Donc la différence, après, on l'explique. Et cette différence, elle se voit tout de suite sur le graphique entre le CAC et le DAX, tout à fait. Donc moi, par contre, dès qu'il n'y a plus d'analyse fondamentale, dès qu'il n'y a plus de raison, ça ne sert à rien de regarder l'analyse technique, il n'y a rien non plus. Hein. C'est erratique, ça part dans tous les sens, l'analyse technique ne va pas vous traduire quelque chose, il n'y a rien. Les gars, ils achètent, ils vendent, n'importe quoi, ou sur un marché où il n'y a pas de volume, où il n'y a personne, c'est erratique, ça fait des points dans tous les sens, ça ne fait rien, ça n'a pas de preuve. Olivier Delamarche, vous êtes connu pour être assez sceptique vis-à-vis des données fondamentales qu'on peut trouver dans les différents médias. Vous avez dit que l'analyse technique est une manière de naviguer dans ces marchés, puisque l'investisseur doit rentrer sur un des marchés. Quelle est votre vision après ce fort rebond du début d'année? Est-ce que le timing est à la poursuite de ce mouvement, ou est-ce qu'on peut craindre un retour au concret s'il doit y en avoir un, et donc un coup de bombe sur le marché? Vous avez aujourd'hui un ralentissement, si on a parlé, qui est mondial. La Chine, l'Europe, les États-Unis, et à peu près les émergents, j'en parle pas. Donc il y a un ralentissement qui est mondial, on en a des chiffres qui tombent à peu près toutes les semaines. Tout le monde se fiche aujourd'hui, mais c'est classique. Hein. Souvenez-vous de 2000, vous aviez des séries de chiffres qui tombaient, qui étaient toutes plus mauvaises que les unes que les autres, et puis ça n'a fini que par un craquement à la fin du premier trimestre 2001. Mais ça faisait longtemps qu'on avait des chiffres mauvais. 2007, c'est pareil, 2007-2008, on a une récession au premier trimestre aux États-Unis en 2008,
et on a des marchés qui refont un plus haut au mois de juin, hein, et qui n'ont baissé finalement que sur l'Iman et non pas du tout au départ sur la récession qui était pourtant là, ça se voyait. Et donc et j'ai l'impression qu'on est exactement dans le même système aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des chiffres qui nous montrent que si on n'est pas en récession techniquement, parce que vous savez que techniquement, c'est 2 trimestres consécutifs, c'est le MER qui vous le dira dans 2 ans, il dira, vous savez, on était en récession au premier trimestre 2019, ça nous fera une belle jambe, donc on se fiche un peu de savoir quand est-ce qu'ils vont nous l'annoncer, mais aujourd'hui, on est en récession. Au final, on est en récession. Alors on tient par l'opération du Saint-Esprit, simplement parce que vous avez des banquiers centraux qui alignent des billets et qui creusent la dette gentiment. Mais la récession est là. Une récession, ça vaut combien sur un marché? Ça vaut 35%. C'est le tarif. 35, ça peut être 30 à 40, on va dire, suivant les récessions. Donc c'est ce qui va se passer. Alors, je ne peux pas vous dire quand, parce que mais c'est ce qui va se passer à un moment ou à un autre quand on va s'apercevoir qu'il y a réellement une récession. Et là, vous avez des marchés qui vont baisser. Simplement, moi, ce que je vous dis, et ce que je pense certain, c'est la suite de ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système ne peut pas se le permettre. C'est-à-dire que vous avez en effet, à cause plutôt des taux négatifs, hein, vous avez plein d'institutions qui ont mis beaucoup de risques dans leur portefeuille pour pouvoir délivrer un petit rendement. Vous avez des assureurs, par exemple, hein, qui ont mis de plus en plus de risques, hein, alors que ce n'était pas leur boulot. Vous avez des fonds de pension qui sont déjà en déficit aux États-Unis et qui sont à 45% investis en actions. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner quand ça va reculer de 30 ou 35%? Ça va donner que ces boîtes-là sautent. Si ces boîtes-là sautent, hein, c'est danger parce qu'on ne peut plus payer la retraite, on ne peut plus payer le taux qu'il faut en assurance vie, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les banquiers centraux délivreront à ce moment-là ce qu'ils doivent délivrer pour faire remonter le marché. Et je pense que dans ce cas-là, et on en a vu d'ailleurs un exemple récent, hein, le retournage de veste qu'on a eu de la BCE et de la Fed, et puis le retournage permanent de veste de M. Kuroda, hein, qui à chaque fois qui dit qu'il va peut-être arrêter et laisser les marchés tranquilles dès que le 10 ans japonais repasse positif, qui revient à la télé en disant « Vous m'avez mal compris, je recommence et je rachète tout ce qui se présente ». Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Et croyez-moi, s'ils doivent mettre 1000 milliards sur la table, ils mettront 1000 milliards. S'ils doivent en mettre 2000, ils en mettront 2000. S'ils doivent en mettre 3000, ils en mettront 3000. Parce que de toute façon, ils se disent que ça ne changera rien. Aujourd'hui, vous avez le bilan de la Fed qui est à 4200 milliards. Hein. Si je vous dis que demain il est à 5200, est-ce que ça va vous plonger dans des affres de réflexion? Non, vous en foutez. Et tout le monde s'en fout d'ailleurs. Tout le monde s'en fout. La seule chose qui va être intéressante, c'est de voir quand les gens vont finalement comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est ce qui se passe au Japon d'ailleurs. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous avez commencé ça, une fois que vous n'êtes plus que le seul acheteur, la Banque centrale, vous continuez parce que sinon ça s'écroule. Et donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit rectangle de papier que vous avez tous dans votre poche, il ne vaut pas grand-chose. Voilà. Et du coup, pour revenir à votre point de vue et au thème, vous privilégiez l'analyse technique parce que les fondamentaux de toute façon, d'après vous, parce que ce que ils je sont pas simples, mais je persiste et signe. Moi, j'ai des très gros clients qui sont comme des instituts, si vous voulez. Ils me disent, il y a quelques mois, on a réparti notre patrimoine en 3 banques. OK.
Et je dis, est-ce que je peux voir les portefeuilles que vous avez dans les 3 banques? Ils m'ont montré les portefeuilles. C'était exactement les mêmes types, exactement les mêmes. C'est pourtant 3 banques totalement différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion aujourd'hui est standardisée. Vous avez une SICAV Action, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choix vraiment clivants. Parce que si le marché monte de 10 et que vous montez de 5 et que vous êtes à la Société Générale, vous allez vous faire descendre. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez finalement tous les mêmes types. Et vous êtes tous indicés. Donc ne croyez pas, même d'ailleurs dans les fonds où ils vous disent que c'est des fonds de stock picking, etc., c'est une blague. Oui, vous allez avoir 2 types qui vont être différents du gars d'à côté, mais c'est tout. Donc vous avez des gestions qui sont aujourd'hui totalement standardisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous les mêmes titres. Ouais. Et donc le jour où ça va se planter, ça va être, vous savez, le cinéma auquel on fout le feu et il y a une porte de sortie. Le premier qui est près de la porte de sortie, lui, il va sortir. Les autres, c'est plus problématique. Thierry Péchu, je crois que vous vouliez compléter. Juste 2 petites choses. D'abord, à court terme, la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est le bon timing pour rentrer? Alors, je dirais qu'il y a 2 aspects. Après, 20% de hausse à peu près depuis le plus bas, on va dire qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Surtout qu'on arrive sur des résistances techniques un peu fortes et que, comme on le comprend, la situation globale n'est quand même pas exceptionnelle. Et puis, dernier point aussi, hein, vous connaissez, il y a un adage boursier qui dit sell in May, on peut ouais. Alors, sell May, ça, on va demander aux Britanniques d'agir. Mais sell in May. Theresa May ou. Voilà. Mais sell in May, vendre au mois de mai, vous avez à peu près derrière 6 mois où il ne se passe pas grand-chose et potentiellement les marchés peuvent baisser significativement. On est quasiment en mai. Donc voilà, c'est un peu, j'ai une image qui me revient. Je discutais avec Ron Williams hier. Il me disait c'est un peu l'image du type qui essaie de récupérer un penny devant un bulldozer. Voilà. Réfléchissez. Et puis dernier point, après sur du long terme, c'est vrai qu'il y a plein de crises qui ne sont pas réglées. Vous avez la crise écologique qui est un vrai problème. Vous avez la crise sociale qui n'est pas là de s'arrêter. Vous avez des crises financières possibles parce que, évidemment, il y a des problématiques sur les fonds, sur les retraites. Il y a des problématiques aussi sur la croissance. On n'a pas vraiment de croissance depuis 2008. Donc des problématiques économiques. Donc tout ça, c'est devant nous et rien n'est réglé. Avec aussi des problématiques de sécurité. Alors, que ce soit de la sécurité informatique ou de la sécurité physique, mais on a des problématiques de sécurité qui sont énormes. Ça veut dire quoi? De sécurité aussi de mœurs, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est arrivé à Carlos Ghosn, ça veut dire qu'une entreprise du jour au lendemain peut basculer dans des difficultés simplement parce que le patron a mal agi, pour des raisons de mœurs, pour des raisons fiscales, pour n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi aussi? C'est qu'il y a des risques idiosyncratiques qui sont en train d'exploser de partout. Alors qu'avant, c'était un petit peu, tout le monde suivait le marché tranquille. Là, on a plein de risques idiosyncratiques. Voilà. Je voudrais juste dire un petit mot, parce que je ne suis pas totalement d'accord sur tout ce qui a été dit. Donc juste un petit mot sur plusieurs choses. D'une part, quand vous investissez en bourse, il y a toujours un élément qu'il faut avoir en tête, il faut savoir hiérarchiser les risques. Je peux vous dire par exemple qu'il y a un surendettement des entreprises, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura demain le seul problème des entreprises. Donc il y a quand même moi, quand je fais du fondamental, on a tous les mêmes données, mais une grosse partie de notre valeur ajoutée, c'est déjà bien savoir hiérarchiser, savoir ce qui va être pris à court terme, ce qui est un vrai risque à long terme, mais on peut avoir un risque à long terme et puis avoir tort. Hein. Je vous prends un exemple, les subprimes, je me souviens d'en avoir parlé longtemps avant qu'il y ait eu la crise, d'avoir même eu une fois M. Bernanke, qui n'était pas à l'époque président de la Fed, qui était venu à Paris, qui avait refusé véritablement de répondre à cette question. Donc je n'étais pas le seul à me poser des questions sur ces aspects immobiliers, sauf qu'on a eu 2 ans de marché haussier entre-temps.
Donc attention à ça, déjà pensez à bien hiérarchiser. Deuxième chose, sur le très court terme, moi je serais beaucoup moins négatif sur l'aspect, je ne pense pas qu'on est en récession, et je pense surtout que là on est plutôt sur l'image d'un trou d'air. On a eu des éléments, notamment le monsieur Trump qui est très perturbateur, qui a vraiment déstabilisé l'économie mondiale par tout ce qu'il a fait. Ça serait trop long pour refaire tout ça, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont perturbé la croissance sur le début, et je pense que ça va redémarrer. Et c'est là aujourd'hui où il y a plein d'arguments, on aura tous des arguments. Quels arguments vous pondérez dans votre analyse? Qu'est-ce qui vous fait derrière que vous dites que c'est qu'un simple trou d'air ou c'est une récession? Et on pourra en débattre pendant des heures, mais on aura chacun nos arguments. Mais après, à un moment, il faut faire un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites quel choix je choisis, qu'est-ce que je fais par rapport à ces différents scénarios, qu'est-ce que je pondère, est-ce que je considère que c'est vraiment, je vous dis juste, si c'est qu'un simple trou d'air, ça veut dire que d'ici la fin d'année, on aura plutôt un marché action aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les analystes actions ne réduisent plus à la baisse leurs bénéfices par action, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir intégré les mauvaises nouvelles, qu'on a une valorisation du marché action qui est inférieure à sa moyenne de long terme. Donc si demain, c'est qu'un simple trou d'air, on va dire qu'il y a du potentiel de hausse. Donc c'est vrai, la vraie question qu'il faut vous poser derrière, j'identifie le risque, je fais la part entre ce qui est court terme et ce qui est long terme, et dans ce qui est l'aspect court terme, j'essaye de voir comment je prends une position par rapport à ces indicateurs. Bon, je vous dis juste, à très court terme, faites rien parce qu'il y a le Brexit, et là par contre, je n'ai aucune idée de savoir comment pondérer ce risque. Pour moi, alors vous savez, en économie, il y a deux choses. Il y a le risque et l'incertitude. Le risque, vous pouvez mettre une probabilité. L'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accorder une probabilité de réalisation. C'est ça vraiment en économie, ce qu'on appelle l'incertitude. Et je trouve que le Brexit rentre dans cette catégorie d'incertitude. Tous les matins, j'écris sur le Brexit, j'avance, mais je suis l'actualité. Et donc, c'est pour ça que vis-à-vis de nos clients, on dit prenez pas un risque du Brexit. Mais au-delà de ça, sur la partie purement économique, moi je serais beaucoup plus positif sur le fait que c'est plus un trou d'air et que ça devrait repartir d'ici la fin d'année. Merci. Il est l'heure de conclure ce débat. C'était analyse technique ou analyse fondamentale. Je vous constate qu'on a plus parlé d'analyse fondamentale, c'est un fait, même si on est sur l'analyse technique. D'un point de vue technique, on a quand même évoqué des niveaux de support et de résistance, des plus hauts, on a aussi parlé des volumes et des flux entrants et sortants. Je ne sais pas si on peut mettre ça plutôt dans la catégorie analyse technique et fondamentale. On n'a pas parlé du tout d'indicateurs techniques. Ça, c'est peut-être une évolution qu'on constate qu'il faudrait confirmer. La prochaine fois. Ouais. Voilà, donc j'espère que cela a été apprécié. Vous retrouverez le nombre des intervenants lors de différentes conférences ou interviews au long de la journée. Vous retrouvez tout ça dans le programme du Salon de l'analyse technique. Entre autres, Thierry Bécu à 14h30 en